ce n'est pas en tant que première présidente de la Cour d'appel de Rouen que j'interviens aujourd'hui, même si vous pouvez penser avec ce que je vais vous dire ensuite que je m'intéresse particulièrement au dialogue de gestion du programme 101 qui vous finance et que j'en suis une actrice un peu militante. Et je terminerai par là, justement. Non, je suis là parce que je suis à l'origine et j'ai fondé peut-être une des plus anciennes maintenant associations de contrôle judiciaire, qui est la CJM, à laquelle j'ai travaillé à sa fondation en 1987. C'était exactement l'année où je sortais de l'école de la magistrature. Je crois que nous avons ça en commun, Madame la Présidente. Donc, tout à l'heure, j'ai retenu ce qu'a dit Robert Badinter, que pour nos associations, il fallait du cœur, du temps et de l'argent. Et en fait, je pense qu'il, comme d'habitude d'ailleurs, il résume parfaitement dans ces trois items ce qui a été notre combat. Alors, les associations, je ne vais pas être longue puisque ça a été dit tout à l'heure par la présidente, c'est qu'il y avait déjà des grosses associations dans des grosses régions, Bordeaux, Rouen, pour le coup Rouen, et je crois qu'on peut dire Grenoble, Toulouse. Et en 87, je suis arrivée comme juge d'instruction dans une juridiction de la Manche il y en avait 3 à l'époque, 3 tribunaux de grande instance. Et évidemment, alors qu'à l'école, en 85-86, nous parlions évidemment, notamment dans les formations pour les juges d'instruction, des alternatives à la prison, même si, je vais faire réagir certains, mais qui vont penser que ce n'est pas possible, mais il n'y avait pas de débat au moment où on mettait quelqu'un en détention provisoire. Il n'y avait même pas de motivation quand c'était en criminel, puisque c'était le principe de mettre en prison en matière criminelle. En détention, on motivait très légèrement. Et de mémoire, on devait renouveler, au bout, je ne me souviens plus, mais c'était certainement plus de 6 mois, voire 1 an, qu'on renouvelait de la détention. Et donc, quand on sort de l'école avec ces idées qu'on a partagées, et qu'on voit que sur le terrain, il n'y a rien du tout, si ce n'est... oui, on pouvait mettre ce contrôle judiciaire. C'était quoi le contrôle judiciaire? C'était d'aller l'envoyer pointer à la gendarmerie ou au commissariat le plus proche. Et donc, l'idée qu'on devait... l'idée qui a été la mienne dès le départ, c'est que le présententiel, c'était le moment idéal pour prévenir la récidive. C'est-à-dire que la personne qui avait été présentée à un juge d'instruction savait qu'elle allait devoir rendre compte à la justice et que c'était le moment, s'il y avait eu des difficultés antérieures, d'essayer de se reprendre et de les travailler, de se soigner. Voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là, j'ai rencontré un travailleur social indépendant qui a accepté de commencer à prendre quelques missions de contrôle judiciaire. Et très vite, je me suis dit, parce que, évidemment, on entendait parler, et puis que le ministère aussi nous incitait à créer ce genre d'association, je m'y suis intéressée. Compte tenu de la taille de ma juridiction, c'était trop petit, donc j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allée voir les juges d'instruction des 3 tribunaux, des 2 autres tribunaux, les procureurs, les présidents, et nous avons créé donc la CJM en 1987. Il y avait des membres de droit, les 3 procureurs, les 3 présidents, les 3 juges d'instruction. Et j'étais allée également rencontrer, à l'époque où ça se faisait beaucoup moins quand on était magistrat, les bâtonniers qui me regardaient avec des yeux comme des secoupes volantes en disant « mais qu'est-ce qu'ils vont mettre en place ces nouveaux juges ?» Et puis cette association, elle va progresser, elle est toujours là. Hervé Lannes, qui en est toujours un des salariés puisque ça faisait partie de mes embauches, donc je suis quand même assez fière. Cette association, elle va bénéficier d'un brainstorming exceptionnel, de travail avec les procureurs, de travail avec les avocats, le président un peu moins, mais en tout cas, on a beaucoup travaillé ensemble. Et on s'est emparé de tous les projets, évidemment, de toutes les orientations de politique pénale, mais pas que. On a tenté. Donc évidemment, au départ, c'était le contrôle judiciaire, les enquêtes de personnalité, mais très vite, en 89, on s'est mis en place avec les procureurs sur les enquêtes sociales rapides pour tout ce qui était infraction à la législation sur les stupéfiants et conduite addictive alcoolique, parce que c'était quand même un gros souci chez nous, et aussi des enquêtes rapides pour les violences conjugales.
déjà, on avait pensé que pourquoi ces enquêtes rapides? Il fallait absolument éclairer le tribunal sur la situation de la personne qui allait être jugée, sur sa situation personnelle, où il en était de son insertion, il en était de ses problèmes de santé, pour pouvoir adapter la peine qui sera prononcée après. On était bien loin de l'ab initio d'aujourd'hui, hein, mais on l'avait déjà en tête. Ensuite, nous avons continué à travailler. Évidemment, nous avons pris un volet l'aide aux victimes immédiatement, dès qu'on a pu. Et on a été des premières associations à faire de l'administration ad hoc. On était un service constitué en 1991 et c'était un des volets importants de notre association. Les médiations pénales aussi. Et ensuite, le rappel à la loi, les mesures alternatives. Ce que je voulais dire, c'est que ça a été un travail passionnant. Un travail militant, il fallait, je pense, de l'audace, de la force de conviction. Mais quand je ne sais pas si j'aurais parié d'être avec vous aujourd'hui, 35 ans après, tant ça a été difficile. Tant ça a été difficile. Vous parlez des relations avec l'administration pénitentiaire. Je me vois encore, pour les permanences d'orientation pénale, essayer d'organiser une répartition des choses. Mais en fait, on ne parlait pas la même langue, en fait. Donc, eux, ils avaient des agendas toujours bookés. C'était impossible d'avoir un moment où on pouvait se retrouver pour faire une permanence partout, en fait, sur l'ensemble du département. Et puis, bien entendu, les financements. Donc, ça a nécessité, pour moi, évidemment, les liens avec le ministère de la Justice. À l'époque, je crois que ça s'appelait, mais je ne suis pas très, très sûre, le Bureau des victimes et de la prévention. On allait pour essayer de récupérer un peu de budget. Mais bien sûr, du travail avec les préfets, du travail avec les conseils généraux à l'époque, qui nous ont beaucoup accompagnés, je dois dire, le Conseil général de la Manche, et puis les communes et les maires se sont emparés de ce qu'on proposait et nous ont beaucoup aidés. Donc je l'ai mis bataille permanente parce que des fonds non pérennes. Donc cette idée que le lendemain, on était peut-être obligé, ou l'année prochaine, d'arrêter des projets. Nous avons, donc au bout de 2 ans, il y avait 5 salariés, on est passé ensuite à 9, et puis on a grossi. À la demande du parquet général à l'époque de Caen, qui m'avait demandé de reprendre des associations en difficulté. On a repris l'Orne et ensuite l'association du Calvados. Et donc on couvrait les demandes des juridictions, des 6 juridictions, des 7 à l'époque composaient la Cour d'appel de Caen. On a créé des antennes de justice dans tous les tribunaux et on a été à l'initiative, mais surtout aussi toujours présent pour répondre aux besoins que pouvaient exprimer les magistrats sur la prise en charge en présententiel, mais également en matière d'aide aux victimes. Le choix qui avait été fait dès le départ, c'est d'avoir des professionnels. On avait décidé qu'on ne serait pas sur du bénévole. On voulait que ça soit des éducateurs formés dans des schémas avec des projets pédagogiques. Pour chaque projet, il y avait un projet pédagogique qui était écrit et ça nous paraissait essentiel. Et là, l'ancêtre de Citoyens Justice nous a été effectivement très utile. Non seulement nous faisions partie du conseil d'administration du CLCJ, mais tous nos salariés, je ne crois pas me tromper, ont tous été formés, encadrants comme acteurs de terrain, ont tous été formés au sein du CLCJ, aujourd'hui Citoyens Justice. Voilà ce que je voulais dire. C'est une reconnaissance pour cette association, pour moi, d'être là aujourd'hui. Parce que ça représente une philosophie de la justice qui était évidemment la mienne, mais qui a été partagée. Mais je peux vous dire que 35 ans, ça a été quelque chose, ça a été une bataille en fait. Voilà, une bataille. Et cette bataille, je l'ai poursuivie. Après, au bout de 13 ans, j'ai quitté la présidence de cette association. Vous savez tous que les magistrats qui étaient engagés dans ce type d'association se sont retrouvés assez facilement. Il y a eu le problème du conflit d'intérêts. Je ne reviendrai pas dessus parce que si je mets au bout les jours, les années que j'ai données à cette association, à titre
entièrement et complètement bénévole, bon, dont acte, mais j'ai continué à être proche de cette association et des autres que j'ai rencontrés au cours de ma carrière. Et j'ai toujours, comme présidente de tribunal, donné une place tout à fait particulière à ces interventions-là dont nous avons besoin. Comme présidente de cour d'assises, nous verrons l'association de l'heure, aujourd'hui, aujourd'hui, ça fait 10 ans, je ne suis plus présidente de cour d'assises, mais quand on nous présente un dossier qui a 3 ans, 4 ans d'ancienneté, l'accusé, il est en liberté depuis 4 ans et on va servir au juré une situation figée depuis 5 ans. On ne sait absolument pas comment il a évolué. On ne sait pas non plus comment la victime a évolué. Et si on n'a pas ces enquêtes récentes et ce qui est exposé par les travailleurs sociaux aux assises, on rate quelque chose, évidemment. Enfin, c'est ce que je pense. Voilà. Donc, j'ai toujours cet attachement, évidemment, au réseau associatif, parce que ces associations, je ne ferai pas le parallèle avec l'administration, on est complémentaires, et il me semble que les associations militantes, tant par ces bénévoles, mais également par ces salariés, sont des militants compétents, formés au projet éducatif. Ils ont toute leur part dans cette humanisation de la justice qu'on recherche tous, c'est-à-dire que la personne, c'est ce qu'il y a de plus important que la personne de la victime, bien entendu, mais la personne qu'on juge aujourd'hui. J'ai parlé tout à l'heure de l'aménagement ab initio, c'est exactement ça. Comment on peut faire de l'ab initio si on ne s'appuie pas sur de véritables enquêtes sur la situation des personnes qu'on est amené à juger. Donc cette philosophie, elle sera toujours la mienne et je sais que nous la partageons tous. On s'adapte au plus près des besoins des juridictions et des justiciables. Je pense que le réseau associatif a cette souplesse qui a permis, au cours de ces 40 années, de s'adapter à toutes les politiques pénales et à avancer au service, à avancer pour le service public de la justice. Donc je pense que les associations, je le dis, exercent une mission de service public. Il faut qu'elles soient reconnues de façon pérenne sur ce chemin-là, et notamment, évidemment, sur quoi je vais terminer, c'est le financement qui doit... on ne peut pas à la fois avoir des salariés, des éducateurs dont on sait qu'ils sont parfaitement formés, dont on exige une formation initiale, mais une formation continue. Et vous êtes très... Je pense que je vous ai perdu un peu de vue, mais je pense que Citoyen Justice, vous êtes très professionnel dans ces formations. Et en même temps, avoir une insécurité sur ce que sera demain. Voilà, c'était le message que je voulais vous donner et que je continuerai à porter. Je vois que le directeur adjoint là. Voilà. Je laisse la parole à Monsieur Lannes, qui est donc salarié depuis 21 ans de cette association. Merci Madame Le Prince. Je souhaiterais vous remercier en tant que première présidente, non pas de la Cour d'appel, mais de la CJM, parce qu'effectivement, vous avez fondé l'association. Donc 40 ans de Citoyen et Justice, 35 ans d'ACJM. Je dirais un petit mot de mon parcours, parce que j'ai 24 ans. Non pas 24 ans, malheureusement, mais 24 ans de Citoyen et Justice. Donc mon petit parcours professionnel pourra illustrer aussi ce qu'a été la vie de l'association. Une vie ponctuée de pas mal de rebondissements. Donc je ne reviendrai pas sur ce que vous avez dit, Madame Le Prince, sur les premières années. Néanmoins, dès 1997, l'association a mis en place ce qu'on appelait des permanences TTR, de traitement en temps réel, de convocation de justiciables directement par les forces de l'ordre sur des créneaux que nous donnions au parquet, ce qui permettait à la fois d'améliorer le délai de traitement des convocations, et puis qui nous a aussi amené à créer différents lieux pour recevoir ces justiciables dans un souci de proximité. Je pense que notre tissu associatif peut s'enorgueillir de cette idée de rapprocher le justiciable de l'institution. Alors il y a un aspect de proximité géographique, mais il y a un aspect aussi un peu philosophique par les explications qu'on peut donner aux justiciables, par le fait de vulgariser le jargon judiciaire, de dédramatiser aussi un peu les choses. Je pense que c'est important, cet aspect-là de notre travail. Comme disait Madame Le Prince, pratiquement dès les premières années de la création de l'association,
il y a eu la mise en œuvre en parallèle du service d'aide aux victimes et du service administrateur ad hoc, qui est la représentation en justice de mineurs victimes. Et voilà, ce sont deux pans qui sont très importants pour l'association depuis sa création. Comme on l'a déjà dit ce matin, et Madame la Présidente également, il est important évidemment d'accompagner les victimes, de les informer de leurs droits. Mais la prévention de la récidive, ça passe par la prise en charge des auteurs. Donc on appartient aux deux fédérations, Citoyens et Justice et France Victimes. Donc on peut se réjouir aussi de la présence de Jérôme Bertin. Pour la petite histoire, moi j'ai souvenir de quelques remarques d'associations d'aide aux victimes où on était quand même pas toujours vu d'un bon œil quand on intervenait auprès des auteurs. Et je me suis entendu dire comment vous pouvez être à la fois service d'aide aux victimes et intervenir auprès des auteurs. Donc voilà, ça remonte un petit peu fort heureusement, mais on a vécu aussi avec cet aspect-là à un moment donné de notre histoire. Donc comme disait Madame Le Prince, l'association s'est développée à la fin des années 90 sur le plan territorial, puisque la Cour d'appel nous a sollicité pour reprendre deux associations qui rencontraient des difficultés structurelles de fonctionnement. Et donc l'association qui était ACJM, Association de contrôle judiciaire de la Manche, eh bien, elle s'est implantée d'abord dans le Calvados, puis dans le département de l'Orne, qui sont à eux trois les trois départements de l'ancienne région Basse-Normandie, ce qui permettait à l'association d'intervenir sur l'intégralité de la cour d'appel de Caen, ce qui était aussi une reconnaissance à ce moment-là, puisque c'est la cour d'appel qui avait sollicité l'association. Alors forcément, cette évolution, elle a nécessité de structurer l'association autrement, puisque, comme le disait Madame Le Prince, elle s'est créée avec quelques personnes de bonne volonté et professionnelles, bien évidemment, mais il a fallu évidemment doter les antennes à la fois de professionnels, mais aussi d'encadrement. Donc, plusieurs postes de chef de service ont été créés, deux dans la Manche, Coutances, qui est le siège social historique de l'association, et Cherbourg. Un chef de service dans chaque département Calvados-Orne, une directrice des services, un directeur général. Donc voilà, à un moment donné de l'association, une structuration forte qui a aussi coïncidé avec une forte évolution sur le plan des ressources humaines, à la fois évidemment parce qu'on passe d'un département à 3, on passe de 3 juridictions dans la Manche à 7 sur l'ensemble de la cour d'appel. Et puis aussi, bien évidemment, ça correspondait, cette période faste, on va dire, à une activité qui s'est beaucoup développée, notamment puisque sur la fin des années 90, l'association a été beaucoup saisie sur les alternatives aux poursuites. Donc l'association a eu la possibilité d'embaucher de manière assez soutenue grâce aux emplois jeunes. Donc personnellement, j'ai intégré, moi, non pas la CJM, mais la CJE, que je salue, donc l'association de l'Eure. Et donc j'ai intégré, moi, la CJE en tant qu'emploi jeune. Et on a la CJM, tout comme la CJE, a à ce moment-là effectivement eu une politique de formation très soutenue pour ces jeunes professionnels. Et à l'époque, je me suis retrouvé avec des salariés de la CJM, puisqu'il y a des formations qui avaient été mises en place en région par le CLCJ, où on a pu donc se rencontrer entre jeunes professionnels, emplois jeunes, ce qui permettait à l'association effectivement d'embaucher des juristes ou des travailleurs sociaux, souvent dans leur première expérience professionnelle, avec un contrat à temps, puisque c'était sur 5 ans, ce qui limitait aussi quelque part le risque, et on va y revenir justement à ce sujet. Parce que l'association, après cette phase positive, a connu un tassement puis une baisse de ses activités, alors notamment en matière d'alternatives. Donc nous, on a constaté une baisse forte de la médiation pénale. Aujourd'hui, on a toujours un service de médiation pénale, mais qui concerne un chiffre voilà, très très bas. On atteint un peu le seuil. On sent bien, en tout cas, nous, localement, que les parquets ne se saisissent plus de cette mesure-là, en nous renvoyant notamment le fait que c'est une mesure qui est finalement pas suffisamment cadrée pour le parquet
parce que ça laisse place au libre choix de la victime d'accepter ou de refuser. Donc les parquets n'aiment pas trop qu'on renvoie le dossier en disant médiation non mise en œuvre parce que la victime qui a ce choix l'a refusé, parce que derrière il faut retraiter le dossier. On a bien senti au cours de ces 10-20 dernières années la volonté pour le parquet d'apporter des réponses les plus rapides possibles qui passent par ce cadre plus fort qui est mis dans les mesures. Donc on a vu cette baisse, on a vu une baisse aussi concernant les mesures alternatives, rappel à la loi, classement, notamment avec l'évolution des délégués du procureur. Il y a eu une mise en concurrence du secteur associatif, voilà, qui a souvent été évoquée par la fédération, mais qui est une vraie question aussi sur la manière dont les alternatives aux poursuites sont mises en œuvre. Et donc, forcément, une adaptation en termes de ressources humaines s'est posée et s'est imposée, sans licenciement sec, mais avec de nombreux postes non renouvelés, donc notamment un certain nombre d'emplois jeunes dont le contrat était arrivé à terme, qui n'ont pas pu poursuivre dans l'association. Des postes de chef de service et de directrice des services ont disparu. Donc je reviens à ma petite histoire personnelle. Je suis arrivé à la CJM en 2001 en tant que référent, puis chef de service du département de l'Orne. Et en 2013, donc, on m'a proposé de devenir chef de service Orne-Calvados, c'est-à-dire qu'on a, entre guillemets, profité du départ de ma collègue du Calvados pour ne pas recruter un chef de service et reconditionner le niveau d'encadrement compte tenu des difficultés que l'association rencontrait à ce moment-là. Donc voilà, il y a eu forcément un resserrement, des vraies questions sur la pérennisation de l'association, hein, de sa vie, avec des vraies inquiétudes pour les salariés. Et puis à partir de 2015, on a connu une activité de nouveau plus soutenue, un rebond dans l'activité. Alors notamment par le biais de l'enquête sociale en POP. Alors nous, c'est quelque chose, malgré la réforme récente, qu'on note. On a une grosse saisine en POP, notamment sur Caen, qui est la grosse juridiction de notre territoire, mais encore un faible recours aux enquêtes sociales présententielles. Donc évidemment, comme vous le savez, hein, les modalités de la POP, dans des délais très très courts, ne nous permettent pas nécessairement de faire les vérifications et d'étayer suffisamment les rapports d'enquête, ce qui est bien plus évident a priori dans le cadre d'enquête sociale présententielle, mais le recours à cette mesure-là reste encore assez limité. Activité qui a aussi beaucoup évolué grâce au contrôle judiciaire socio-éducatif. On avait noté une baisse, nous, des saisines par les juges d'instruction, et puis du coup, aujourd'hui, une activité qui a repris, mais plutôt par les JLD, notamment, là, depuis 2 ans, une activité encore plus soutenue en matière de violences intrafamiliales avec les évictions. Et puis, des activités nouvelles auxquelles la CJM a souhaité répondre, à savoir les mesures collectives. Donc, on a mis en place l'animation de plusieurs stages. Et donc, on voit bien, quand on est là depuis 20 ans, qu'on a eu un basculement entre la prise en charge individuelle et aujourd'hui des réponses collectives qui prennent de plus en plus de place dans nos activités et pour lesquelles, moi, je trouve qu'on a vraiment une plus-value dans la diversité des réponses et notamment en matière de violence au sein du couple. La mesure collective apporte une plus-value par rapport aux entretiens individuels qu'on pouvait connaître à une période où il était difficile, dans le cadre des mandats judiciaires, de travailler sur les questions de déni, de minimisation. Et il se passe vraiment des réflexions très intéressantes dans le cadre des stages. Donc ça apporte aussi une plus-value et une diversité des réponses. Alors, Monsieur Lal, je suis désolé de vous interrompre. Est-ce que, si c'est possible pour vous, de non pas conclure, mais peut-être passer sur des éléments... Très bien. Je vous laisse le choix. C'est gentil. Un choix contraint, comme dirait le justiciable, qui arrive devant nous. Vous me proposez une mesure judiciaire, mais est-ce que j'ai vraiment le choix? Qu'est-ce qui va se passer si je la refuse? Alors, l'avis d'une association, pour conclure, c'est, au fil des années, répondre aux évolutions législatives, sans perdre son âme. C'est répondre aux demandes locales
qui font évoluer nos activités. Et l'avantage que l'association peut avoir de ce point de vue, c'est qu'en étant sur 3 départements, on a pu expérimenter localement des dispositifs qui ensuite ont été mis en œuvre sur d'autres territoires. Ça nous a permis aussi d'encaisser les périodes plus difficiles parce que l'activité qui se maintenait sur une juridiction permettait aussi de faire perdurer l'association de manière un petit peu plus confortable ou moins inconfortable. Et pour finir, voilà, la CJM en 2022, c'est une situation financière qui s'est assainie, mais qui reste, comme pour nous tous, fragile par rapport à ce qu'on a pu se dire sur les questions de financement, sur le manque de visibilité à moyen terme, la construction d'un budget annuel, toujours soumise à des activités qui peuvent être parfois très fluctuantes par un changement de magistrat, tout simplement. Le besoin aussi qu'on a ressenti d'une meilleure visibilité. Donc la CJM, comme je le disais, à sa naissance, c'était l'Association de contrôle judiciaire de la Manche. Donc on a tenu à garder ACJM depuis 35 ans, mais à un moment donné, qu'est-ce qu'on met derrière ACJM? Ça ne voulait plus tout à fait dire la même chose. Donc on a fait évoluer l'acronyme. Et puis la question actuelle qui se pose à nous de travailler sur la question de l'organisation des services entre aide de victimes, services de prévention judiciaire. Et puis la question qu'on a déjà évoquée, comment on rend attractifs nos métiers, comment on lutte contre le turnover, mais voilà, on connaît le nerf de la guerre. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous.